Voilà. Alors nous allons continuer ce cours sur Aristote et que ceux qui n'ont pas suivi l'année passée ne se fassent pas de soucis. Une des premières choses que j'ai dites à propos d'Aristote, c'est qu'il n'y a pas d'entrée dans le système privilégié. Si vous considérez des systèmes comme des cartes, il faut commencer par un bout et sortir par un autre. C'est-à-dire qu'il y a une méthode très particulière, très stricte, qui oblige à partir d'un principe pour aboutir jusqu'aux dernières conclusions. Pour Aristote, ce n'est pas le cas du tout. Aristote est une philosophie très multiple, extrêmement organique, mais pas du tout linéaire. En un certain sens, si vous comparez Aristote à Hegel, qui est aussi un des titans de cette pensée occidentale que nous étudions toujours ici, eh bien, Hegel aussi est très multiple, mais la manière de faire est toujours la même. Alors, par quelques parties que vous commenciez la lecture de Hegel, vous retrouverez toujours le même schéma. Et je dirais même que ça devient un peu répétitif, parce que c'est vraiment toujours la même histoire. Comme dira Bouvresse à propos de l'histoire de la philosophie, comme vous le savez, à nos conférences du mercredi soir. Mais Aristote, d'une certaine manière, est probablement le seul qui ait pensé qu'il n'y a pas qu'une vérité philosophique. Il y en a d'une part autant que d'objets, et elles ne se réduisent pas à une seule, fût-elle métaphysique. Et de plus, il y en a autant que de méthodes ou de manières de penser. Et elles ne se réduisent pas toutes à la logique. C'est pourquoi, si vous regardez ce tableau, vous voyez que la dernière colonne est séparée par deux lignes. C'est que la critique logique, la philosophie du langage, est vraiment quelque chose d'à part chez Aristote. Chez Kant, chez Descartes, et même, je dirais, chez Hegel, la critique logique, sous la forme, chez Descartes, d'une logique mathématique, c'est la première fois qu'on voit apparaître ça d'ailleurs, chez Kant, sous la forme d'une logique dite transcendantale, si ce terme vous est peu familier, eh bien, vous verrez bien un jour que ce n'est pas si difficile à comprendre. Chez Hegel, sous la forme d'une dialectique, eh bien, toutes ces logiques sont partie intégrante du système et déterminent son contenu. Ce qui est extrêmement important. Vous avez affaire avec la plupart des logiques occidentales, avec la plupart des philosophies occidentales, des logiques, c'est-à-dire des sciences, comme je le dis ici. Nous verrons d'ailleurs ça, nous ne verrons pas cet hiver, mais peut-être l'été prochain. Je pensais traiter de la dernière colonne l'été prochain. Dans la plupart des philosophies occidentales, c'est d'ailleurs le petit vice occidental par excellence, hein, on pense que la méthode peut déterminer le contenu. D'une certaine manière, c'est bien vrai, mais pas absolument. Mais ça, c'est l'état d'esprit occidental. La maîtrise des méthodes, peu importe l'objet, et d'ailleurs aussi peu importe les résultats, pourvu que la méthode soit bonne. Et ça a parfois des conséquences assez dramatiques, par exemple, une insuffisante expérimentation des effets des médicaments. Je prends cet exemple, pour beaucoup de cas, on lance des médicaments dont on ne sait pas exactement tous les effets. D'ailleurs, de toute façon, la méthode du médicament est parfaitement mise au point. La méthode de fabrication, elle est testée sur un certain nombre de cas, sur un certain nombre d'années. Mais les médicaments n'agissent pas toujours de la même manière parce qu'ils agissent selon l'organisme sur lequel ils tombent. Et un médicament peut avoir des effets catastrophiques. Mais ça, c'est pour l'avenir. On s'aperçoit que certains petits ingrédients chimiques que les gens prennent aujourd'hui, eh bien, ont peut-être des influences qu'on ne soupçonne même pas aujourd'hui. C'est l'obsession de l'Occident, ça, c'est la méthode. En un sens, Aristote, c'est aussi un occidental, c'est probablement le premier représentant de la science occidentale telle qu'elle s'est développée par la suite. C'est le premier grec à avoir explicité de la manière la plus ample et la plus multiple
les quelques indications que je vous ai données hier à 5 heures dans cette introduction à la philosophie de manière générale. Mais il a ceci de particulier que d'une part, comme je viens de vous le dire, il ne prétend pas à donner une vérité, il y a autant de vérités que d'objets, et jamais ces vérités ne se laissent absolument réduire à une première. Et d'autre part, il y a autant de vérités que de modes d'y accéder. Alors, vous avez bien vu, je rappelle simplement ceci, c'est un rappel, mais ça peut être aussi une indication pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Aristote dit très très précisément à certains endroits, par exemple dans l'éthique à Nicomaque, il dit que pour tout objet, il ne faut pas prétendre à la même rigueur. Et il dit qu'en particulier, l'objet qui est la vie pratique des hommes, la vie en commun, la vie personnelle dans l'amitié ou la vie sociale dans la communauté politique, ne peut pas être traité comme, par exemple, un théorème de géométrie ou bien une démonstration métaphysique. Or, vous assistez à quoi aujourd'hui? Toutes les sciences humaines veulent toujours appliquer des méthodes de sciences exactes dans des domaines qui ne peuvent pas l'être, d'où la pétaudière. Ça, on ne vous fait pas dire. Hein. Ou les fanatismes, parce que moins c'est sûr, plus on est fanatique. Le problème du rapport à la philosophie avec les sciences humaines est, disons, plutôt tendu. Parce que les sciences humaines sont pleines de sous-entendus philosophiques qu'ils ne veulent pas admettre, et en fait, ce sont des philosophies qui ne s'avouent pas, et qui se parent des plumes d'un pan qui s'appelle les sciences exactes. Alors ça donne ça donne ce que ça donne. Bien, alors là, il y a des choses très très importantes. Et j'ajoute encore une chose. Vous voyez que dans la colonne, la troisième colonne, le mode de l'objet, au niveau de la métaphysique, discipline philosophique, c'est l'avant-dernière colonne. Tout ça, disons, ça se lit dans les deux sens. Ça se lit de gauche à droite et de haut en bas. La métaphysique que nous allons étudier comporte une certaine partie qui s'appelle la théologie. Ce mot théologie n'est pas une création des siècles chrétiens. Le mot théologia est vraiment une création grecque, bien antérieure à l'an 0 de notre ère. Eh bien, lorsque je vous dis, pour Aristote, il y a autant de vérité que d'objets, même s'il y a un premier être qui serait dit Dieu pour des raisons à déterminer, parce qu'il y a d'autres philosophes qui l'appellent autrement, même s'il y a un premier objet, la connaissance de cet objet ne va pas déterminer la connaissance des autres. C'est pas, par exemple, en sachant Dieu, en connaissant ce que l'on peut connaître en théologia de type aristotélicien, que l'on peut parfaitement résoudre les problèmes de la mathématique ou de la géométrie ou de la mécanique ou de la physique, comme le pensait Descartes. Au même instant où la philosophie moderne, cette curieuse philosophie de base scolastique, je veux dire Descartes, Spinoza par exemple, je suis médiéviste de profession et c'est ce qui m'intéresse de plus en plus, mais enfin, c'est accessoire pour ce que nous avons à dire. Au même instant où les modernes, et le premier texte de la philosophie moderne, c'est les règles pour la direction de l'esprit, première œuvre de Descartes, d'ailleurs inachevée. Au même instant où ce premier texte, cette charte, pose l'unicité de la méthode pour la découverte de toute vérité, en même temps et parallèlement, on réduit toute vérité ou on ramène, d'une manière ou d'une autre, toute vérité à la connaissance de la vérité divine. D'où le rôle d'une métaphysique très différent chez Descartes que chez Aristote. C'est extrêmement caractéristique que ce théologisme de la philosophie moderne, qui, appuyé sur le primat d'une méthode unique, au fond, ramène ou déduit toute vérité de la vérité dite première, c'est-à-dire celle de Dieu. Et là où je ne comprends plus l'historiographie, c'est qu'on dit que Descartes a libéré la philosophie de l'emprise théologique.
Mais c'est exactement l'inverse. Il n'a fait que de la théologie et de la plus mauvaise, je dirais. Parce que si vous voulez penser une plaie, si vous voulez savoir ce qu'est le métabolisme des humeurs dans le corps humain, ou si vous voulez savoir ce qu'est la photosynthèse d'une plante, eh bien la connaissance de Dieu vous sert strictement à rien. Absolument à rien. C'est-à-dire que la connaissance de la photosynthèse, c'est une connaissance qui doit se ramener à la connaissance de ses principes propres, immédiats. Si on admet un être premier, eh bien évidemment la photosynthèse est un phénomène qui d'une certaine manière tombe sous l'activité créatrice divine. Mais ça ne vous amène aucune intelligibilité propre du phénomène étudié. Alors, ça donne à penser cela. La métaphysique que nous allons étudier traite de Dieu, mais pas en priorité. Peut-être que vous êtes... je ne l'ai pas indiqué dans le cours parce que je ne voulais pas préciser, puisque c'est surtout une introduction quand même au problème que je vous présente ici. La plupart des gens imaginent par métaphysique quelque chose qui est du côté du transcendant. Oui, ben, le transcendant, nous apprendrons aussi à savoir que le transcendant, c'est un mauvais mot. Parce qu'on dit que le transcendant, c'est un petit peu là-haut, par-delà les nuages, et puis alors quand on envoie un Spoutnik, on dit, tiens, j'ai pas rencontré Dieu, donc il n'existe pas. C'est quand même un peu simplet tout ça. Parce que c'est tout bonnement des métaphores de langage. Transcendant, c'est ce qui, semble-t-il, dépasse. Mais métaphysique n'est pas nécessairement l'objet du transcendant. Il n'a pas comme objet le transcendant. Il faudra clarifier toutes ces notions. Et d'une certaine manière, je suis sûr que vous avez par-devers vous, par la conversation, les conversations par les idées courantes et couramment reçues, l'idée que la métaphysique, ça traite de Dieu. Eh bien non, la métaphysique, ce qui traite de Dieu, c'est la théologia. Et ce qui traite de l'objet de la métaphysique, c'est une science qu'on appelle aujourd'hui ontologie. Je vous l'écris quand même pour éviter les... Bon, ils n'ont pas créé. Ah si. Ontologie. C'est un mot moderne, c'est pas un mot grec. Parce que le mot grec, théologie, théologia, ça existe déjà en grec, et en un certain sens, c'est Aristote qui en a fait, l'usage le plus systématique et le plus structuré. On dit qu'un auteur comme Heidegger, au XXe siècle, est un représentant de l'ontologie. Nous aurons l'occasion de voir un peu en quel sens. Mais tout ça, pour Aristote, c'est de la métaphysique. Ontos, ça veut dire être, la science de l'être. Attention, pas de majuscules. Les majuscules sont des idoles et ça fait plaisir à ceux qui les emploient parce qu'ils ont l'impression d'avoir quelque chose de bien déterminé devant eux. Oui, et en philosophie, il n'y a pas de majuscules. Et en un certain sens, même pour Dieu, il ne devrait pas y avoir de majuscules. La majuscule, c'est un curieux usage qui donne une portée quasi mythique au mot, sinon à la signification de ce mot. Le mot Dieu n'a pas à avoir de majuscule. Ça d'ailleurs, oui, ça lui fait ni chaud ni froid qu'il ait une majuscule ou pas. Le respect ne sera pas plus grand pour lui ou l'irrespect pas plus grand non plus. Dieu, pour les anciens et pour Aristote, par exemple, c'est un nom, comme les autres, universel, dont on ne connaît qu'un exemplaire. Et au début de la Genèse, quand Satan dit à Ève que vous serez comme des dieux, il décline un nom et il le met au pluriel. Ce qui a choqué beaucoup de gens au Moyen-Âge. On dit, mais Dieu, c'est pas possible, c'est pas un universel, c'est pas un pluriel, il ne peut pas avoir de pluriel. On dit homme, les hommes, d'accord, mais Dieu, les dieux, c'est pas possible. Mais en fait, c'est assez bien pensé. Et il y a beaucoup de métaphysique dans cette petite phrase. Dieu, c'est un nom comme les autres dont nous ne connaissons qu'un exemplaire. Un autre exemple pour l'époque, c'était soleil. C'est un nom universel dont on ne connaît qu'un exemplaire. En fait, maintenant, on connaît beaucoup de soleil, mais ça n'a rien à voir à la question.
Simplement, ça permet de mieux comprendre ce qu'il voulait dire avec cet exemple soleil. Eh bien, d'une certaine manière, la philosophie moderne hypostasie à tel point l'objet premier, en quoi elle a, si vous voulez, elle le détache tellement de l'ensemble de la réflexion humaine, qu'elle va fausser ce qui peut être compris comme la métaphysique, et qu'on ne comprendra plus une métaphysique du type de celle d'Aristote, pour lesquelles on distingue les deux aspects, ontologie, théologie. La science de ce qui est, je préférais cette expression, ce qui est, parce que l'être, c'est une curieuse chose que l'être. C'est probablement même pas une chose. La science ou le discours, logos, sur ce qui est, n'est pas la même chose que le discours sur Dieu, ou ce qu'on appelle tel. Eh bien, la philosophie moderne, il faut bien le savoir, en commençant cette introduction à la métaphysique d'Aristote, la philosophie moderne ne fait pas de différence. La métaphysique n'est que théologie et ce qui se déduit de cette théologie. C'est vrai pour Descartes, c'est vrai pour Spinoza, c'est vrai pour Leibniz, c'est vrai pour Malebranche. Il y a évidemment là 4 ou 5 siècles de réflexion médiévale qui sont là derrière, mais attention, les médiévaux savaient fort bien que la métaphysique et la théologie, l'ontologie et la théologie n'étaient pas la même chose. Parce que d'abord, pour eux, la théologie était dépendante d'une foi, parce que pas l'ontologie. Donc, première raison de faire la distinction. Et une des raisons de l'athéisme contemporain, c'est la métaphysique moderne dans la mesure où elle fait découler d'une science rationnelle de Dieu tout savoir possible. Il ne faut pas se leurrer. Qui fait l'ange fait la bête. Les extrêmes se touchent. Ça, c'est extrêmement important au point de vue philosophique parce que la science même la science qui dans la ligne de Descartes, va s'apercevoir qu'au fond, elle n'a absolument rien à faire avec Dieu, qu'au fond, ses résultats n'en découlent nullement. La science dira, mais c'est complètement inutile, c'est un fétiche qu'il faut mieux abandonner. Et alors la théologie, qui chez Aristote a un statut philosophique, la théologie sera reléguée dans l'ordre des sentiments. Je commence par là parce que c'est assez frappant. Et que peut-être vous avez aussi entendu dire qu'enfin, on nous a libérés avec Descartes de l'emprise obscurantiste de la théologie médiévale. Mais d'une certaine manière, on nous a bien libérés de l'emprise de la théologie médiévale telle que le Moyen-Âge la concevait, en ce sens que la théologie, c'est pour les médiévaux une science qui se déduit d'une foi, si l'on peut dire, passez-moi l'expression, est assez triviale et assez approximative. Oui, c'est certain, mais on a substitué à une science de type quasi révélé, une science strictement rationnelle dont les éléments répondent à une méthode laquelle prétend, comme je l'ai dit au début, à une unicité, à une exclusivité totale. Laissons cela, nous reverrons ce problème lorsque nous parlerons, si vous regardez ce schéma, avant-dernière colonne, des métaphysiques et de la théologie, chez Aristote. Il y a des passages de l'œuvre aristotélicienne qui sont réservés à la théologie. Revenons maintenant à Aristote et, si vous voulez, à la manière de l'aborder. Nous allons donc voir la métaphysique. Je préfère ce nom de métaphysique à celui d'ontologie. Le mot d'Aristote, vous savez que l'origine du mot métaphysique est tout à fait simple et contingente. Les métaphysiques, c'était les livres qui venaient après les livres de physique, tout simplement. Ayant traité des choses physiques, c'est-à-dire des choses naturelles, c'est-à-dire de la science de la nature, du mouvement, du temps, de l'espace, du vivant, des phénomènes biologiques, des phénomènes psychologiques, des phénomènes animaux, si vous voulez. Après avoir traité de tous ces phénomènes naturels, eh bien, Aristote parle de choses qui sont
qui viennent après. Pas parce qu'ils sont au-dessus. Oui, nous verrons tout de suite que la métaphysique ne traite pas de choses qui sont au-dessus des choses naturelles, mais la métaphysique traite, pour le dire en un mot, de cette caractéristique que toute chose a, qui est d'être. Non seulement c'est pas au-delà, non seulement c'est pas en deçà, mais c'est dedans. Donc l'image de métaphysique qui vous renvoie par-delà les nuages, c'est une image totalement déformée. Et que cette philosophie moderne, dont j'ai dit quelques mots tout à l'heure, cette philosophie moderne a accrédité. La métaphysique recherche au fond ce qu'il y a de plus intime à toute chose, c'est-à-dire l'être, son acte d'être, oui, son acte d'être, sans quoi elle ne serait, sans quoi rien. Donc ça va être, disons, ça va être au fond assez facile, assez évident de cette manière. L'ambition d'Aristote, c'est de faire une métaphysique qui soit évidente. Bon, ce qui est évident est parfois très difficile à expliquer. C'est pourquoi il dira que la philosophie, sous cet angle, est à la fois facile et difficile. Parce que vous ne manquez pas la sortie de cette salle quand vous partez d'ici. N'empêche que tous les mécanismes d'ordre psychologique, physiologique, sensorimoteur, tout ce qu'il a fallu pour aboutir à ce simple acte banal est d'une difficulté extraordinaire. Pourquoi et comment expliquez-vous le fait que vous passiez la porte? Eh bien, c'est ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a de plus difficile à la fois. Et bien, cet exemple est banal et trivial, je dirais, mais la métaphysique est quelque chose de particulier. Elle est extraordinairement facile parce que si une chose n'est pas, rien. Et ce qu'elle est, et ce qu'est son acte d'être, son être, exister, eh bien, bon, ça n'existe pas. Ben, essayez d'aller y voir plus près. C'est plus facile de monter directement au haut de l'échelle et de dire, eh bien, toute existence est créée, patati et patata. Il y a un être premier, d'où coule tout. Mais ce être-là, comment on va l'expliquer? Alors, je vous signale simplement pour mémoire, c'est que l'été prochain, après avoir vu cela, je ferai un séminaire sur la métaphysique de Jean Duns Scott, qui est un médiéval extrêmement important du début du XIIIe siècle, du XIVe siècle, et qui donnera une alternative assez intéressante à cette métaphysique de type aristotélicien. Le être. Qu'est-ce que c'est que le être? Évidemment, si je vous pose la question comme ça, elle est assez difficile à comprendre. Le être. D'abord, la tentation est de mettre une majuscule à ce être. Et dans les traductions les meilleures que vous ayez, c'est-à-dire la traduction de chez Vrin, il y a deux livres de métaphysique, l'éditeur Vrin et son traducteur est un nommé Tricot, ancien ingénieur SNCF. Mais c'est très extraordinaire, c'est la meilleure qui existe, il a fait que ça, il a traduit Aristote toute sa vie. Enfin, après avoir fait du chemin de fer. C'est tout à fait extraordinaire, c'est le cas vraiment extraordinaire d'un homme qui, en somme, à côté des, disons, en dehors de la profession proprement universitaire, a vraiment très très bien compris la chose. Eh bien, lui dit quand même que l'objet de la métaphysique, c'est l'être en tant qu'être, et il colle 2 majuscules à cette expression. Alors, lorsque vous avez 2 majuscules, vous vous dites, mais l'être en tant qu'être, ça doit être une réalité mystérieuse que nous portons, que chaque chose porte en elle-même. Alors là, c'est une voie tout à fait autre que celle qu'Aristote a ouverte. Notez que Tricot ne s'y trompe pas, mais quand même le seul fait de mettre une majuscule au mot être, l'hypostasie, n'est-ce pas, en fait une idole, en fait quasiment quelque chose de, oui, divin, disons. Alors nous porterions quelque chose de divin. Alors vous voyez dans quelle direction nous dirigeons. Il n'est pas impossible ni impensable que nous portions effectivement quelque chose de divin, mais ce n'est peut-être pas l'être en tant qu'être. Alors au contraire, le grec dit simplement une chose beaucoup plus facile à comprendre, c'est que les parties de la philosophie, elles regardent nécessairement des choses qui existent, qui sont.
Parce que si elle n'était pas, elle ne pourrait pas être objet de discipline philosophique ou scientifique. C'est vraiment d'une simplicité extraordinaire. Mais elle ne se préoccupe pas de distinguer dans ces choses qui sont justement le fait pour elle d'être. Alors pourquoi ne pas une fois examiner ce qui est, parce que tout est et rien, ça n'est pas. Pourquoi pas une fois examiner ce qui est, toute chose, n'importe laquelle, ce qui est en tant qu'il est. La physique, elle regarde des choses qui sont, mais elle les regarde en tant qu'elles sont mobiles, en tant qu'elles sont dans un lieu ou dans un espace, en tant qu'elles sont dans un temps, qu'elles sont temporelles, en tant qu'elles sont quantifiables, mesurables. La science physique, la science des corps naturels, la biologie, la psychologie que nous avons vue au semestre d'été passé, l'âme, si vous voulez. L'âme, attention, de nouveau, pas de fantaisie métaphorique. L'âme, c'est pas une petite quelque chose quasi spirituelle qui nous hante et qui hante tout vivant et ce qui serait appelé nécessairement à une destinée au-delà de notre existence terrestre. L'âme, c'est pour toute chose vivante ce qui l'anime tout bonnement. Et il se trouve que parfois, des choses dites animées ne le sont plus. Alors, elles n'ont plus d'âme. Mais encore une fois, par le durcissement dû à la philosophie contemporaine, à la philosophie moderne, le mot âme est ipso facto l'esprit humain, la petite flamme que nous portons en nous, et c'est peut-être ça l'être en tant qu'être pour certains. Eh bien, la psychologie et la biologie étudient ce qui est des choses qui sont vivantes, animées. Elles ne les étudient pas en tant qu'elles sont, mais en tant qu'elles sont animées, etc. Il est donc possible, dans ce contexte extrêmement facile à comprendre, il est impossible de ne pas comprendre. Il est donc concevable que l'on élabore, que l'on prétende à une discipline qui étudie ce qui est en tant qu'il est. Et si vous lisez un jour les métaphysiques en entier, vous verrez que les exemples qu'il prend sont toujours les plus triviaux, les plus simples. Le mouvement d'une chose, la mort, la vie. Parce que pour illustrer des choses qui sont sous la lumière de ce qui est en tant qu'il est, il vaut mieux prendre des exemples pas trop difficiles. De toute façon, ensuite, on traitera de choses qui sont assez délicates. Alors prenons des choses comme le mouvement. Le mouvement physique, personne n'en doute. On le voit. Enfin, personne n'en doute. Disons, ça a été mis en doute par les Grecs. Comme vous le savez, certains ont prétendu que le mouvement n'existait pas. Qui? Eh bien, certains sophistes. Et Zénon d'Élée, des gens comme cela. Que nous verrons d'ailleurs mercredi à 5 heures. Il faut d'ailleurs le faire. Hein? Et la négation du mouvement sera aussi difficile que le mouvement apparemment est évident. Alors voilà ce qu'il va faire, une science de ce qui est en tant qu'il est. Et réfléchissez à la question, au sens de cette proposition. Ce qui est en tant qu'il est, vous ne pouvez pas ne pas comprendre ce que ça signifie. Que vous puissiez en faire la théorie philosophique, c'est une autre paire de manches. Mais vous ne pouvez pas comprendre le sens de cette expression, ce qui est, en tant qu'il est. Mais vous remarquez tout de suite qu'il y a beaucoup d'aspects dans cette formule. Ce qui est, c'est toon en grec. C'est pas très bien, c'est pas traduisible. C'est le participe présent du verbe être, étant. Mais si vous dites que cette craie est un étang, ça vous plonge dans un abîme de confusion ou de perplexité. Ou vous dites que les philosophes vraiment sont des gens assez abscons. Ou bien vous dites
Si vous dites, par exemple, d'une personne, c'est un être charmant, vous comprenez très bien, vous n'allez pas lui dire c'est un étang charmant. Donc ce mot étang, qui d'ailleurs a été popularisé par Heidegger dans l'opposition das Seiende et puis das Sein, oui, eh bien, et qu'on essaye assez péniblement d'introduire dans le langage français, ce mot étang reste assez obscur. Alors quand on commence à parler de l'étance, moi, alors je commence à m'étonner, on sait ce que c'est à peu près l'essence. Bon. Et puis l'existence. Mais l'étance, ça existe. Alors quant à l'étentialité, ah, vous savez, la fantaisie des philosophes est sans limite. Il faut faire attention aux mots. Hein. Alors, dans ce qui est en tant qu'il est, vous avez beaucoup d'éléments. Donc, vous comprenez la formule parce que nous avons une certaine structure de langage qui est usuelle. Elle est fort mal utilisée souvent parce que les langages se barbarisent extrêmement rapidement. Mais n'empêche que notre utilisation du langage nous fait comprendre une formule comme ce qui est en tant qu'il est. Mais vous avez quand même deux éléments là. Un, ce qui, et puis est. Et puis ce en tant que, et puis ce est. C'est lequel? C'est ça ou ça? Ça va être assez difficile. Mais n'empêche, la physique regarde les choses qui sont, c'est présupposé, elles ne peuvent pas ne pas être sans qu'on n'en fait pas de physique. Et puis elle les regarde sous l'aspect mouvement, ou temporalité, ou spatialité, ou quantification possible, mensurabilité. Reprenons cela. La métaphysique regarde des choses qui sont en tant qu'elles sont. Si vous voulez prendre ça au pluriel, ça m'est égal. Ce qui est en tant qu'il est. Vous ne pouvez pas ne pas comprendre. C'est pour ça que la métaphysique, selon Aristote, et nous aurons l'occasion de le voir, c'est la discipline philosophique qu'on peut le moins éviter. Vous pouvez passer toute votre vie à ne pas faire de physique. C'est difficile de ne pas en entendre parler, mais l'exercer vous-même, non. Mais vous ne pouvez pas passer toute votre vie en n'exerçant pas des éléments de métaphysique. Parce que déjà, quand vous parlez, vous dites, eh bien, le ciel est gris, et vous impliquez ce petit mot « est ». Ça veut dire quoi quand vous dites « le ciel est gris » ? C'est pas ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Ou je prends cet exemple vraiment le plus simple possible. Le langage est beaucoup plus complexe, c'est évident. Quand vous dites « Pierre marche », vous comprenez ce que ça veut dire. Et quand certains, comme Aristote, dit que ça veut dire « Pierre est marchand », évidemment, on ne va pas le dire, c'est inutile. Mais il dit que Pierre marche, enfin il dit Socrate généralement. Socrate marche, Socrate est marchand, c'est la même chose parce que le est impliqué dans le marche. Donc le marche est probablement un mode de se être. Et il est évident que marcher, ça suppose qu'on est. Mais comment expliquer tout ça? Comment comprendre tout cela? C'est à la fois extrêmement facile et extrêmement difficile, comme de passer par la porte. Alors, c'est ça que j'aimerais vous faire entendre. Et j'avais écrit un article il y a assez longtemps, il y a 20 ans, sur des choses de ce genre, et que je crois tout à fait juste. Il va d'ailleurs reparaître dans un recueil prochainement, où je disais que même l'enfant dans le sein de sa mère fait de la métaphysique. Oui, il faut faire attention. Quand vous touchez une chose, de la manière la plus grossière, vous êtes tout à coup plongé dans une chambre noire, vous n'y voyez rien, vous n'entendez rien, supposons. Elle est bien capitonnée, vous n'entendez aucun bruit. Pas de lumière, pas de son. Mais vous touchez. Et vous savez fort bien que tant qu'on n'a pas touché, on n'a pas pour nous le sentiment que ça est.
le sens du toucher implique radicalement le minimum qu'on puisse comprendre, savoir d'une chose, c'est qu'elle est. Parce que vous savez, malgré tout ce qu'a dit Descartes sur la question, que des simples picotements dans la main, nous les distinguons fort bien d'un toucher véritable. N'est-ce pas? Ou plus exactement, nous avons une expérience humaine suffisante pour pouvoir distinguer des picotements dans la main d'un toucher véritable d'une chose qui existe. Ce n'est pas dire le contraire, non? La question n'est pas là pour Descartes, la question est de dire que ce picotement dans la main ou ce toucher d'une chose qui existe n'a pas la même certitude que l'existence de Dieu. Ça, évidemment. Mais c'est ça Descartes. Et cette idée-là, c'est qu'il ne peut y avoir qu'une vérité et qu'une certitude. C'est cette idée-là qu'Aristote ne pouvait pas comprendre. Il y a des certitudes à chaque degré de vie que nous vivons. Eh bien, je dis que la certitude que nous pouvons avoir du toucher suffit. Elle n'est pas absolue, mais elle suffit quant à nous. Vous comprenez ce que je dis? Elle est suffisante, elle n'est pas nécessaire. Ni nécessaire suffisant. Elle n'est pas absolue. Elle suffit pour indiquer que dans un toucher véritable, qu'avec une certitude suffisante, nous pouvons distinguer d'une hallucination tactile, n'est-ce pas? Pour dire que dans ce toucher, j'ai conscience, je sens quelque chose qui est. Et dans la petite situation que j'imagine, maintenant, vous êtes dans une chambre noire, calfeutrée, pas un bruit, pas un son, pas une lumière, vous tâtez, vous cognez quelque chose, ah, là il y a quelque chose. Eh bien, petit bébé dans le sein de sa mère, il a le sentiment du être. Il ne le dit pas, il le sent. Et ça, parce que, comme nous l'avons vu, l'âme, qui est d'ailleurs qui est dans ce petit corps, si vous voulez, est si étroitement liée à ce corps qu'elle anime d'ailleurs, imparfaitement, puisqu'en somme elle l'anime de manière peu dépendante, puisqu'elle a encore besoin du milieu maternel. Cette âme y est si étroitement, si substantiellement liée que la sensation que le corps peut recevoir est immédiatement interprétée selon un mécanisme déjà cérébral, extrêmement compliqué, en sens de quelque chose qui est. Mais il n'y a pas le langage encore. Le langage va simplement formaliser les choses, ça viendra après. Ceci vous apprend quelque chose aussi qui est très important, et je le dis parce que vous êtes certainement des étudiants en français, et qu'en français, on doit vous dire des choses aussi fausses que celles-ci. C'est que le langage et la pensée, c'est la même chose. Que la pensée et le langage, la pensée se réduit au langage. Ça, alors, en tout cas pour Aristote, c'est pas juste. Et si ce que je viens de vous dire est vrai, c'est que s'il y a déjà une certaine pensée confuse d'un être, de quelque chose, dans la chambre noire ou dans le ventre de la mère, eh bien, c'est qu'il est probable que la pensée n'est pas réductible au langage. C'est une position aristotélicienne, mais évidemment, de nos jours, on n'a pas tellement ce sentiment-là, on pense le contraire. Vu les prémices d'où l'on part, on ne peut d'ailleurs pas dire grand-chose d'autre. Oui. Alors, ce qui en tant qu'il est, c'est, disons, d'une certaine manière, immédiatement compréhensible. Pourquoi? Parce qu'au fond, on ne peut pas ne pas, dans n'importe quelle opération qui implique notre intelligence, ne pas exercer ce type de pensée minimale. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et ça, je trouve que c'est assez extraordinaire de la part d'un Aristote d'avoir assis la discipline probablement la plus importante et qui semble bien caractériser l'essentiel de la philosophie sur des évidences aussi confuses. Oui? Aussi confuses. Parce que il y a des jeux comme Colin Maillard, vous voyez? Quand vous dites reconnaître quelqu'un par le toucher, difficile. L'évidence, elle est constituée au gré d'actes extrêmement confus. Je ne sais pas si vous savez au moins ce que c'est que Colin Maillard, non? Il y a tellement de jeux télévisés maintenant que les bons jeux d'autrefois, ça n'existe plus. On ne veut pas faire Colin Maillard à la télévision, ça aurait l'air un peu idiot. Mais, eh bien,
De même que on peut comprendre que, ce que j'entends, l'évidence confuse dans un cas de Colin Maillard, de même on peut comprendre ce qu'est le sentiment que vous devez avoir, à mon avis, lorsque je vous dis la formule « ce qui est en tant qu'il est », vous ne pouvez pas la comprendre. Vous ne pouvez pas ne pas la comprendre. Vous la comprenez, mais confusément. Voilà. Bien, vous avez l'air d'être bien sûr, hein? Attendez la suite. Alors, mais c'est très bien, remarquez. Alors maintenant, je vais vous laisser un quart d'heure de pause, disons 7 minutes, parce que la matière est ample, et j'aimerais, pour la suite, pour la seconde partie de cette heure, apprécier quelques généralités sur la métaphysique, qui sont relativement faciles à comprendre, vous présenter la manière dont on peut aborder cela. Hein? Ah oui, écoutez, je voulais juste vous dire une chose qui peut-être n'a peut-être pas été. J'oublie toujours ces choses élémentaires. Donc il y a 2 heures qui sont prévues pour ce séminaire. Et comme nous l'avons fait, la pratique a montré qu'en somme, il ne fallait pas trop les séparer. Les petits textes que je vous donnerai seront intégrés à l'ensemble. Donc en somme, si vous voulez, c'est plutôt une série de 2 heures que je vous propose plutôt qu'une plus une. Parce que c'est un peu court sans ça. On n'a pas le temps d'y réfléchir.